Et ça continue, c'est bientôt la fin de la journée. Les cigales continuent de nous régaler à Aix-en-Provence. Et nous avons avec nous Marianne Legnaud, la présidente du directoire d'Enedis, sur le plateau de la Tribune. Bonjour Marianne. Bonjour Philippe. Et avec elle, Marlène Dolvec, la directrice générale de SNCF Gares et Connexions. Alors bonjour Marlène. Bonjour Philippe, bonjour Marianne. C'est bien de vous avoir toutes les deux ensemble parce que, on pourrait dire il n'y a pas de lien, mais si, en fait, il y a un lien. Le réseau, le territoire, les infrastructures de notre beau pays. Et à un moment, et peut-être je vais commencer par cette question, Marianne Legnaud, où on connaît quand même une vraie crise de l'énergie. Alors, elle n'a pas encore tout à fait commencé, mais elle est un peu là. Elle se voit dans les prix à la pompe. Elle se voit un peu dans les prix de l'électricité, même si c'est atténué par les boucliers énergétiques mis en place par le gouvernement. Mais on sent bien que cette question de l'énergie, aujourd'hui, on doit l'examiner avec la crainte de devoir payer l'énergie plus cher. Est-ce que quelle peut être la vision d'Enedis et sa contribution face à un monde où on va investir dans la transition énergétique aussi, et que dans ce monde d'énergie plus rare ou plus cher, il va falloir peut-être changer aussi nos modes de comportement. Absolument Philippe, je crois que ce que vous dites est parfaitement exact, et on est peut-être qu'au début d'une crise de l'énergie avec des prix qui sont élevés. Bien sûr, il y a un bouclier tarifaire, mais aussi peut-être des pénuries à venir. On le voit sur potentiellement le gaz et l'électricité. Et donc, ce que peut faire Enedis, qui ne vend pas d'électricité, n'est ni producteur ni fournisseur, mais qui la porte jusqu'au client final, eh bien, c'est de tout faire pour développer une sobriété citoyenne. Et comment on peut faire ça? C'est-à-dire d'économiser le plus possible l'énergie, notamment l'électricité, en utilisant au maximum les données de consommation qui sont disponibles grâce au compteur Linky, qui équipe maintenant 90% des foyers français, puisque nous avons déployé le programme industriel en temps et en heure et en dessous du budget, mais dans le délai prévu. Donc, équipement massif des Français. Et ce compteur qui compte, eh bien, il permet aussi de mieux piloter sa consommation d'électricité, de la mesurer en temps réel, et avec des offres adaptées des fournisseurs, de la baisser. L'ADEME dit des éco-gestes, le compteur Linky, une offre adaptée, on peut aller jusqu'à moins de 12% de consommation d'électricité dans chaque foyer. Donc sur sa facture d'électricité, ça représenterait une économie annuelle? Absolument, une économie de 10 à 12%, ça c'est la première manière. Par sa propre action? Par sa propre action. Mais par l'utilisation quand même de ces données. Et on a peut-être un problème de compréhension, tout le monde ne le sait pas. Alors les Français... Peut-être que la montée des prix va nous éduquer en fait. Peut-être que ça va renforcer... Et comment vous pouvez, vous ou les fournisseurs d'électricité, aider les Français, justement, les consommateurs, à mieux appréhender cette révolution? Enedis ne fournit pas d'électricité, mais par contre, elle permet... Ceux qui sont dans l'écosystème. Elle permet à 80 fournisseurs d'amener leur électricité achetée par les clients jusqu'à leur point de consommation. Ce que nous pouvons faire, c'est d'abord du travail pédagogique, d'expliquer effectivement ce monde de l'électricité, de l'énergie en général qui est assez compliqué, d'expliquer que Linky permet de souscrire des offres. Et il y a une vingtaine d'offres de différents fournisseurs, des offres vertes, des offres week-end, des offres heures creuses, heures pleines, qui permettent de payer l'électricité moins cher à certains moments de la journée. Donc il faut s'ajuster en fonction de son mode de vie, d'une certaine façon. De ses besoins. Si on travaille la nuit, si on travaille le jour, absolument. etc. Et puis d'avoir peut-être un usage plus modéré, c'est ça la sobriété. L'efficacité énergétique, c'est utiliser des technologies pour réduire la consommation. La sobriété, c'est avoir des comportements individuels et collectifs qui, par exemple, reposent sur qu'on développe beaucoup l'autoconsommation. Aujourd'hui, il y a en France 150 000 clients qui sont des producteurs autoconsommateurs. Et ça, c'est aussi permis grâce au compteur Linky, puisqu'il permet de répartir l'électricité entre ce qui est produit et ce qui est consommé. Et ça se développe énormément. Il y en avait 3 000 il y a 5 ans. Il y en a 150 000 aujourd'hui, x2 par rapport à l'année dernière. Donc on voit que les Français, quand même, s'intéressent de plus en plus à cette question. On peut aussi les inciter, ils le font, à s'abonner à des applications. Enedis en développe, les fournisseurs aussi, qui leur permettent de suivre en réel leur consommation. En temps réel et à s'ajuster. Voilà.
Alors, on va revenir sur toutes ces solutions et sur cette crise et sur l'autoconsommation, sur les bornes électriques un peu plus tard. Mais avec Marlène Dolvec, peut-être, là on vient de parler des particuliers, qu'est-ce que chacun peut faire, mais vous, SNCF Gares et Connexions, vous êtes aussi un consommateur et vous pouvez devenir aussi un producteur d'énergie par l'installation de panneaux solaires. Alors, vous en êtes face à cette crise, vous en êtes tous. L'an dernier, je me souviens, on s'était vu, vous aviez cet appel d'offres pour équiper de panneaux solaires les gares. Est-ce qu'on peut faire un point? Parce que ça tombe à point nommé, si je puis dire, à un moment où on ne le savait pas, mais que cette question était devant nous et là, on est dedans. Là, c'est effectivement en haut de l'agenda, il y a un vrai momentum et un consensus. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut un vrai volontarisme pour agir, pour le climat, pour cette transition énergétique. Alors quand on dirige les gares françaises, on est finalement sur l'ensemble de ces sujets de transition écologique à l'intersection de deux secteurs d'activité, à la fois la mobilité et l'infrastructure, nos 10 millions de mètres carrés de quais, de gares, de grandes halles voyageurs, de souterrains. Et donc c'est à la fois de la mobilité et du bâtiment. Sur la partie mobilité, nous, ce qu'on souhaite, c'est encourager à prendre le train. Donner envie de gare pour donner envie de prendre le train, parce que le train, c'est le moyen de transport le plus décarboné, parce qu'on souhaite réellement être un activateur de mobilité responsable et faire que nos clients prennent le train. C'est finalement la vision de Jean-Pierre Farandou du doublement de la part modale du ferroviaire, de ce report du carbone vers le fer, de ce transfert de part modale des voitures, là encore, vers le train. Donc c'est une vraie ambition d'accélérer le train et le transport ferroviaire. Et en parallèle, quand on gère cette infrastructure, là encore une fois, il faut agir. On agit sur l'impact énergétique également par de la sobriété, en réduisant nos consommations d'énergie dans nos gares, mais aussi dans nos bâtiments de siège, partout là où on le peut, avec une ambition de moins 25%. On est en train de réduire tout ce qui pouvait être énergie fossile, notamment les quelques chaudières à fioul qu'on peut avoir dans certaines de nos gares. Et enfin, dans le mix énergétique, on a lancé ce premier appel à manifestation d'intérêt photovoltaïque dont on a parlé l'an dernier, avec cette ambition d'1 million de mètres carrés de panneaux à horizon de 2032. Le premier appel à manifestation d'intérêt, c'était environ un quart de la cible. On a eu pas mal de répondants. Les réponses à l'appel d'offres, ce sera cet été. On est en train de choisir qui sera notre partenaire. Ça va bientôt être annoncé. Donc là aussi, on avance. Et après, en parallèle, comme vous le savez, quand on rénove, construit peu, puisqu'on a peu de gares en construction. Mais en tout cas, quand on rénove des gares, c'est de l'éco-conception, c'est de l'éco-rénovation, c'est la gestion des déchets. Donc on cherche réellement à avoir un impact extrêmement fort sur le climat et sur la transition énergétique. Sur le volet donner envie de prendre le train, je vais aussi vous demander, c'est pas forcément lié seulement au climat, mais c'est lié à vos investissements très importants. Vous avez rénové. Vous pouvez nous donner peut-être quelques éléments chiffrés sur la rénovation des gares, améliorer l'expérience voyageur. Là, il y a plein de sujets. Il y a la sécurité. Pensons à la gare du Nord à Paris, où c'est encore loin d'être parfait. Il y a beaucoup de travail, mais il y a un chantier. Il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait dans une gare finalement, et comme on y passe beaucoup, parfois de temps. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir des attentes, que la gare soit autre chose simplement qu'une gare, mais ce lieu où des gens se rencontrent, où on peut commercer, on peut commencer ses courses, Donc, où est-ce que vous en êtes dans l'application de cet objectif, donner envie de train par donner envie de gare aussi? Déjà sur l'investissement, c'est 1 milliard d'investissements par an, SNCF Gares et Connexions, aussi avec des grands enjeux de mise en accessibilité de nos gares, puisque là aujourd'hui c'est 40% de nos investissements sont de mettre en accessibilité de nos gares, ce qui est d'ailleurs un vrai saut de modernité, parce qu'avoir un escalator pour aller sur un quai avec sa valise, c'est beaucoup mieux que la porter. Donc en fait, ce qu'on souhaite, c'est que nos gares soient hospitalières et des gares des lieux de confiance. Gare hospitalière, ça passe par un certain nombre de services, une signalétique augmentée, du matériel qui fonctionne, mais aussi des commerces, de la vie dans la gare, qu'on puisse acheter l'ouvrage, le livre qui va servir à notre voyage. C'est la culture en gare, avec plus de 200 expositions de culture aujourd'hui dans nos gares françaises. Et après, dans la gare lieu de confiance, il y a 2 sujets. Il y a déjà la sécurité, qui est l'ADN du groupe SNCF, et puis après, il y a la sûreté. Et là, encore une fois, on s'attache avec nos équipes de sûreté
internes, la SUGE, mais aussi les entreprises de sécurité privées qui sont nos prestataires, en faire en sorte que nos gares soient le plus sûres possible. Et comme vous le dites, eh bien, en fonction de là où se trouve la gare, eh bien, la gare, c'est aussi une représentation de la France. Et dans certains quartiers, cette représentation de la France fait qu'effectivement, eh bien, la sûreté, c'est un vrai sujet de société, c'est un vrai sujet pour gare, mais c'est un vrai sujet collectif qu'on doit apporter en coopération avec les différents acteurs qui travaillent avec nous sur cette thématique. Mais spécifiquement sur la gare du Nord à Paris, parce que c'est quand même un point un peu noir du territoire, vous avez pris des décisions pour essayer d'améliorer un peu plus les choses avec le groupe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le programme Gare du Nord 2024 qu'on vient de lancer, qui est l'amélioration de la Gare du Nord à horizon Coupe du Monde de rugby et JO, on réfléchit à tout ce qui peut faire que la sûreté, la sûreté soit augmentée. Ça veut dire quelques commerces sur les parvis de gare pour qu'il y ait de la vie, une façon d'installer vous savez, la rampe d'accès taxi d'une autre manière pour que ça soit un peu mieux surveillé et encadré. Voilà, des actions qui feront que cette ambition sûreté s'améliore sur la gare du Nord. Mais encore une fois, je reste très humble sur ce sujet-là parce que c'est vraiment une coordination d'acteurs, police, État, mairie, gare, région, et je suis loin d'être seule sur ce sujet-là. Marianne Legnaud, on parlait tout à l'heure, donc effectivement, SNCF va devenir les gares en tout cas vont devenir un producteur d'énergie. D'ailleurs, il y a une réunion la semaine prochaine entre les équipes de Marlène et les miennes. Voilà, donc quand elle aura choisi son partenaire pour la production renouvelable, il faudra raccorder tout ça. Transporter voilà. toute cette électricité. Il faudra d'abord raccorder tous ces panneaux photovoltaïques dans la meilleure solution technico-économique, donc que ça coûte le moins cher à Marlène et que ça soit le plus pratique. Et c'est ça que nous faisons. Et au-delà de gares, donc on voit 1 million de mètres carrés, c'est quand même important. Hein, ça fait, je ne sais pas combien ça fait en nombre de mégawatts, mais enfin ça doit représenter. En tout cas, ça équivaut à peu près à l'autoconsommation des gares à 50 000 foyers, consommation de 50 000 foyers environ. C'est pas rien. Et il y a dans toute la France des initiatives de ce genre. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, à cause de cette crise du gaz et de l'électricité, que des projets qui ne voyaient pas forcément le jour ou qui étaient très lointains sont aujourd'hui en train de s'accélérer dans le solaire ou dans d'autres formes d'énergie il y a deux choses biogaz ou autre, qui s'accélèrent énormément, mais vraiment énormément. C'est la production renouvelable, donc solaire et éolien. Nous avons donc Enedis raccorde, puisque ces productions sont raccordées au réseau de distribution, 90% d'entre elles en France. Et l'année dernière, en 2021, nous en avons raccordé 3,7 gigawatts. C'est notre record absolu pour cette activité. Et puis à l'intérieur de ça, c'est ce que Marlène décrivait aussi, c'est l'autoconsommation. C'est-à-dire, je produis pour consommer moi-même l'électricité que j'ai produite. Et donc évidemment, c'est une économie. C'est permis par le compteur Linky notamment, puisqu'il compte dans les deux sens. Mais on voit que c'est en train de décoller incroyablement. Aujourd'hui, il y a 500 000 sites de production renouvelable. Parmi eux, 150 000 autoconsommateurs. Il y en avait 3 000 il y a 5 ans. Vous voyez, donc on fait x2 chaque année. Individuel, c'est moi, c'est vous. Ou collectif, c'est la mairie qui se met avec la crèche, qui se met avec la bibliothèque. Ils produisent ensemble et ils se répartissent et ils se mettent d'accord sur les clés de répartition. Même question sur l'accélération du plan, le fameux plan borne. Alors, ce n'est pas notre première ministre, c'est les bornes électriques qui vont permettre de raccorder nos voitures demain électriques au réseau. Oui. Là, vous êtes un acteur, vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes un acteur important. On est le seul à raccorder. Mais vous êtes le seul à raccorder. Donc, est-ce que là aussi, alors qu'on nous dit qu'il faut arrêter, il faut ranger notre voiture et qu'on ne pourra plus en tout cas acheter de voitures à combustion, voire même de rentrer dans les centres-villes de certaines villes ou métropoles avec les voitures thermiques d'ici 2030, etc. 5 interdits. Ça veut dire que là, il faut quand même donner un sacré coup d'accélérateur. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut un plan Marshall. C'est pas un plan borne, c'est un plan Marshall. Il faut un plan Marshall. Un plan Marshall pour les bornes. On va dire globalement pour la mobilité électrique, c'est pas que la mobilité des voitures. D'ailleurs, c'est celle des quais. Enedis raccorde les quais de Marseille, c'est fait. De Toulon, c'est fait demain. C'est les bateaux, c'est les vélos électriques. Parce que les bateaux, quand ils sont à quai, ils font tourner leur moteur diesel pour produire leur électricité. Donc c'est polluant, ça émet évidemment... Ça, à Marseille, on n'aime pas ça. Voilà. Et donc Marseille nous a demandé d'amener l'électricité jusqu'au quai qui n'était pas électrifié jusqu'à présent. Donc ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire.
il y a 5 ans. Mais si je reviens aux voitures, c'était votre question, il y a 900 000 véhicules hybrides et totalement électriques en France. Les prévisions de l'ADEME, c'est 17 millions en 2035. 900 000, 17 millions. Bon. Donc, ça suppose un taux d'équipement important, alors qui peut être en voirie, c'est-à-dire accessible au public, sur les aires d'autoroute, dans la rue. Dans les copropriétés. Alors, ça, c'est pas public, c'est chez les particuliers. Oui, mais il faut y aller. Donc. Et alors, justement, on voit que là, il y a eu 200 000 véhicules qui ont été vendus électriques en 2021, c'est un record, mais ils ont été achetés à 90% par des gens qui avaient une maison. 90% des acheteurs de véhicules électriques habitent en maison, parce qu'ils savent que quand ils habitent en habitat collectif, on va dire, ça peut être l'habitat social, mais c'est souvent de la copropriété privée, c'est un peu le chemin du combattant pour se faire raccorder au sens pour... Et en centre-ville, c'est encore pire. Alors, ça commence. Et donc, nous, Enedis, le sujet, c'est qu'il faut équiper ces copropriétés de l'infrastructure, des câbles. Et ensuite, quand vous levez le doigt en disant « Ah, moi, j'aimerais bien avoir une borne sur ma place de parking », comment empêcher que ce soit un goulet d'étranglement sur le développement du marché de la voiture électrique et à l'horizon, si chaque année, 2023, 2024, 2025, on doit vendre plus de voitures. Eh bien, donc, en prévoyant des équipements massifs, donc là, on parle de plusieurs milliards d'investissements, et donc nous préfinançons l'infrastructure, c'est-à-dire que nous l'installons, c'est une solution publique, et ensuite, nous sommes remboursés par les premiers clients qui demandent à avoir cette facilité. Et donc, ce n'est pas le premier client qui doit faire tout le chemin de convaincre sa copropriété de demander une solution publique ou privée d'infrastructure. Elle est là, elle est disponible, elle est préfinancée. Et donc, c'est beaucoup plus simple d'avoir un projet d'équipement. Ça peut être une borne, mais ça peut être aussi... il y a beaucoup de clients qui ont juste une prise renforcée dans leur garage. Une bonne prise. Voilà, une bonne prise bien solide. Mais aujourd'hui, il n'y a que 6 000, 7 000 points de charge en copropriété, alors qu'il y a 7 millions de places de parking. Oui, donc il y a un problème. Il y a un petit problème. Marlène Dolvec, dans les gares, parfois on a des parkings, on veut laisser... Est-ce que vous travaillez aussi sur tous ces aménagements, en tout cas faire en sorte qu'ils soient là avec les partenaires? Eh bien, la mobilité électrique, alors pas seulement... C'est une vraie ambition. C'est une vraie ambition d'abord, au regard des enjeux qui sont les nôtres, de permettre une intermodalité douce. L'intermodalité douce, c'est le tramway, c'est le métro, c'est l'installation de plus de 90 000 places de vélo sécurité dans nos gares. En tout cas, on réfléchit réellement à ce que tout le parcours de la mobilité autour de nos gares soit le plus décarboné possible. Et on réfléchit aussi, alors ça c'est une vraie ambition que nous avons chez SNCF Gare et Connexion, mais il faudra qu'on le fasse aussi avec un partenaire industriel parce que ce n'est pas notre métier, à installer des bornes de recharge de voitures électriques devant nos gares. Ça serait quand même génial de se dire, quand je mets gare, quand j'inscris gare sur mon GPS, je peux trouver, où que je sois en France, une borne de recharge de voitures électriques pour recharger. Sachant que, là encore une fois, c'est pas simple, parce qu'on sent bien que les opérateurs, entre les bornes de recharge de voitures lentes, les bornes de recharge de voitures rapides, finalement, quel est le choix stratégique qu'il faut faire? Il n'est pas encore totalement déterminé chez nous, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une vraie ambition d'accélérer sur le sujet. Donc oui, on souhaite contribuer réellement à ces enjeux d'énergie autour de nos gares. C'est aussi le cas à l'intérieur de nos gares, puisque vous pouvez charger votre portable, vous pouvez charger, on a même quelques expérimentations pour charger des vélos électriques. Donc il y a une vraie ambition autour d'ailleurs du mix énergétique, électricité et énergie renouvelable. Marianne Legnaud, Elisabeth Borne a annoncé la nationalisation d'EDF. C'est une entreprise qui va devoir être complètement refinancée pour pouvoir financer un plan d'investissement massif dans l'électricité renouvelable et nucléaire, puisqu'il y a l'annonce de centrales nucléaires. Et le réseau aussi. Et de réseau. C'est une bonne, c'est une mauvaise nouvelle. Comment c'est pris chez Enedis? Alors chez Enedis, je dirais, puis plus globalement peut-être dans le groupe EDF, dont Enedis représente un quart, 25%, c'est pris comme une condition nécessaire, parce que pour que EDF puisse jouer son rôle de grand acteur industriel et finalement de bras armé
de la politique de transition énergétique. C'est aussi ce qu'a dit la Première ministre en indiquant qu'elle proposait cela pour que EDF puisse développer des projets ambitieux d'investissement et notamment dans sa partie réseau où nous avons, nous, un plan d'investissement autour de 5 milliards chaque année dans les années qui viennent. Donc c'est pris positivement. Après, il y a évidemment d'autres décisions. Le diable peut se cacher dans certains détails. Donc, est-ce que c'est une vraie nationalisation ? Est-ce qu'il va y avoir toujours ce projet dit Hercule de séparation entre l'EDF, entre guillemets, le bleu et l'EDF vert ? Ce sont des sujets différents. La reprise à 100%, parce que le mot de renationalisation n'a pas été prononcé, ça dépend des modalités techniques, mais disons que le fait que l'État passe de 84% du capital détenu à 100%, clarifie. Ça clarifie la situation. Ça clarifie les conditions d'exercice financières, juridiques de ces missions. Et ensuite, il y a l'ambition à délivrer, son mode de financement et peut-être ensuite, mais seulement ensuite, des questions d'organisation. Très bien. Bah, écoutez, merci d'être passées toutes les deux sur le plateau de la Tribune. Nous avons, je pense, eu l'occasion de faire une interview comme... un peu incomparable quand même, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'être accompagné des SIGA. C'était déjà le cas l'an dernier, mais... Marlène et moi, on a la passion de l'infrastructure, voilà. C'est ça qui est le Vous avez la passion des territoires et du service public. Les territoires, les hommes et les femmes. Et ben, comme la Tribune, et c'était très bien de vous avoir toutes les deux ensemble. C'était inédit, mais tout à fait réussi. Merci encore. Merci à tous les deux.